mari a dit à ses amis que j'étais trop laide pour être vue pendant qu'ils pensaient que je dormais à l'hôpital après l'accouchement. Mais les gens ont vu la vraie laideur quand j'ai rendu tout cela public. Je venais d'accoucher. J'avais du mal à marcher, j'étais recousue, sous médication, tentant de comprendre ce que mon propre corps devenait. Et c'est là, dans cette chambre d'hôpital, les yeux fermés et le cœur brisé, que j'ai entendu la chose la plus cruelle jamais dite sur moi. Et ce n'était pas un inconnu. C'était l'homme qui m'avait juré son amour. J'ai 28 ans et j'ai donné naissance à ma première fille il y a 5 semaines. Elle s'appelle Léla. Elle est parfaite. La seule bonne chose dans ce désastre. Mon mari, Adam, a 32 ans. Nous sommes mariés depuis 3 ans et ensemble depuis 5. Ma grossesse n'a pas été facile. J'ai souffert de nausées presque tout le temps. Mon corps a beaucoup changé, et émotionnellement, j'étais vulnérable. Je n'étais pas cette femme enceinte radieuse qu'on voit sur les réseaux. Je me sentais comme un ballon gonflé, avec chute de cheveux, boutons et vergetures, mais je croyais que ça en valait la peine. Je ne m'attendais pas à ce qu'Adam trouve ça beau. Honnêtement, même moi je ne me trouvais pas belle. Mais je croyais qu'il comprendrait. Après l'accouchement, j'étais épuisée, anéantie. Ce fut un accouchement compliqué, terminé en césarienne d'urgence. J'étais sous antidouleur, essayant d'apprendre à allaiter, à m'asseoir, à me lever, à marcher, en résumé, à redevenir quelqu'un dans mon propre corps. Mon séjour à l'hôpital est flou. Les infirmières entraient et sortaient, les médicaments faisaient effet, et mon sens du temps fondait dans une brume irréelle. Léla était incroyable, mais moi, je n'étais plus moi. Je faisais tout ce que je pouvais pour être une bonne mère, tout en me sentant écrasée par un train. Adam semblait solidaire au début, en apparence, du moins. Il me rapportait de l'eau, changeait les couches, prenait des photos de Léla pour la famille, me disait de me reposer. Je croyais qu'on traversait ça ensemble. Je me souviens parfaitement de la nuit où c'est arrivé. C'était la première fois que je dormais plus de 2 heures d'affilée. Ils avaient enfin trouvé le bon dosage pour la douleur. Je somnolais entre sommeil et veille, pendant qu'Adam restait dans la chambre où c'est ce que je pensais. Il était plus de minuit. J'avais les yeux fermés, tentant de me repositionner malgré la bande de compression sur mon ventre, à cause de l'incision. J'ai entendu des bruits, des voix. D'abord, je n'ai pas compris. Je n'étais pas totalement endormie. J'étais à moitié consciente, assez pour sentir que quelque chose clochait. Des voix d'hommes. Au moins 3. L'une d'elles était celle d'Adam. Je me suis dit qu'il faisait peut-être un appel vidéo pour montrer le bébé. Un peu bizarre à cette heure-là, mais bon. Puis j'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer. Des pas. J'étais encore trop engourdie pour bouger à cause des médicaments, alors j'ai gardé les yeux fermés, pensant que ce serait rapide. Mais j'ai entendu des rires. Des voix basses. Des murmures. Et puis, j'ai entendu ça. Adam était debout près du berceau, montrant Léla à ses amis qui étaient apparemment entrés dans ma chambre d'hôpital sans que je le sache. Il a dit, en riant, que j'étais bien trop laide pour être vue en ce moment. Que je ressemblais à quelqu'un qui s'était fait renverser par un camion, puis traîner sur le gravier. Il a dit exactement ça, mot pour mot, je m'en souviens. Puis il leur a dit que je m'étais laissée aller pendant la grossesse, et que maintenant, c'était carrément tragique. Il a ajouté qu'il ne voulait que personne ne me voie dans cet état parce que, honnêtement, c'était embarrassant à quel point j'étais moche. Un des gars, je ne sais même pas qui c'était, a ajouté quelque chose comme « Bah ouais, mec, voilà ce qui arrive quand tu te fais coincer avec un gamin. » À ce moment-là, je ne savais même pas si je rêvais. Mon visage me brûlait, comme s'il était en feu. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Les médicaments rendaient tout lent et éthéré. Mon esprit hurlait, mais mon corps restait muet. J'ai entendu Adam dire à ses amis de ne pas s'inquiéter, que je dormais grâce au bon médoc et que je ne me souviendrais de rien, qu'il pouvait se relayer pour porter Léla, du moment qu'il restait discret. J'ai entendu une canette s'ouvrir. Je crois qu'ils avaient amené de la bière ou quelque chose du genre. Clairement, les règles de l'hôpital n'avaient aucune importance pour eux. Je suis restée immobile, à écouter. Chaque mot était comme un nouveau coup dans le ventre.
Ils ont fait des blagues sur mes seins, sur comment tout se relâche après un accouchement. L'un d'eux a même dit quelque chose comme « Tu peux toujours recommencer avec une plus jeune ». Et Adam s'est contenté de rire. Il ne les a pas arrêtés. Il ne les a pas corrigés. Il n'a pas dit « Ne parlez pas comme ça de ma femme ». Il a simplement ri avec eux. J'étais allongée là, vivant un cauchemar éveillé. C'étaient les amis qu'il avait choisis pour venir voir notre fille, alors que moi, j'étais impuissante, meurtrie, recousue, couverte d'échymose, droguée, et encore ouverte par la césarienne. Je n'ai pas pu dire un mot. Je suis restée silencieuse tout du long. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais cela m'a paru une éternité. Finalement, ils sont partis. J'ai entendu la porte se refermer, et Adam est revenu s'asseoir à mes côtés, comme si de rien n'était. J'ai gardé ma respiration calme, feignant encore de dormir. Mais voici le détail que lui avait oublié. Avant d'entrer en travail, j'avais prévu de faire une petite vidéo spéciale des premiers jours de Léla. J'avais installé une petite caméra activée par la voix pour capturer des moments spontanés lorsque les gens viendraient la rencontrer. Je voulais créer une surprise pour elle plus tard, une compilation de tout l'amour reçu lors de sa première semaine de vie. Adam m'avait aidé à tout installer. La caméra était dissimulée dans une de ces adorables peluches en forme de caméra, dirigée vers le berceau. Et il l'avait complètement oublié. La caméra a tout enregistré. Sa voix. Ses rires. Chaque mot ignoble. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'en étais incapable. J'ai laissé le fichier intact, des jours durant, après notre retour à la maison. Mais dans ma tête, je réécoutais tout en boucle. J'ai commencé à me voir autrement dans le miroir. À douter de chaque instant vécu pendant la grossesse. Je me suis demandé depuis combien de temps il pensait que j'étais trop laide. Et lui, il agissait comme si de rien n'était. Il m'embrassait sur le front. Me disait que j'étais une mère merveilleuse. Envoyait des photos de Léla à la famille. Postait des images de ses petites moufles sur Facebook avec des légendes mielleuses comme « Elle est tout notre univers ». Et moi, je me sentais vide. Comme si j'observais ma propre vie de l'extérieur. Chaque fois qu'il me touchait ou me souriait, j'avais la nausée. Je ne savais pas comment lui en parler. Alors j'ai commencé à regarder la vidéo en boucle. Je l'ai enregistrée à 3 endroits, sur mon téléphone, mon ordinateur portable, et dans le cloud. J'ai fait 2 sauvegardes supplémentaires. Je me suis même envoyé le fichier par email, par précaution. Et j'ai commencé à planifier. La cérémonie de présentation de Léla approchait et Adam n'en savait absolument rien. Aucune idée. Pas une seule suspicion que j'avais tout sur vidéo. Je suis restée silencieuse pendant les semaines qui ont précédé la cérémonie. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'ai pas évoqué l'enregistrement. Je n'ai pas pleuré devant lui. Je n'ai pas demandé d'explication. Je me suis contentée de jouer le jeu. Je souriais quand il souriait. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait sur l'éducation de notre fille. Je disais oui pendant qu'il organisait la célébration de bienvenue pour Léla. À l'intérieur, j'étais ailleurs comme si je flottais hors de moi. Ça a rendu les choses plus faciles pour lui. Plus facile de faire semblant que tout allait bien. Il ne se doutait de rien. Il parlait de notre avenir avec Léla, disait qu'on l'élèverait ensemble, qu'on formait une équipe solide et qu'elle grandirait en voyant ses parents unis et amoureux. Je l'écoutais en silence, même si chaque mot me donnait l'impression de me noyer. Et pourtant, je souriais. Je faisais semblant d'être avec lui dans tout ça. Mais en coulisses, je préparais mes valises. J'ai rempli un sac à dos avec l'essentiel, papiers importants, argent liquide, vêtements pour moi et Léla, un téléphone de secours, 2 copies de la vidéo ou une sur clé USB, l'autre sur carte SD. J'ai laissé une autre copie chez ma sœur, par précaution. Je ne lui ai pas tout dit, mais j'ai laissé assez d'indices pour qu'elle sache que quelque chose de grave se préparait. La cérémonie devait se tenir chez les parents d'Adam. Sa mère, Mélissa, était surexcitée et avait proposé d'organiser tout. Elle avait invité tout le monde, des membres des 2 familles, des amis, des cousins, même des collègues d'Adam. On attendait environ 40 personnes.
Tout était parfaitement planifié. J'ai même engagé un vidéaste, prétextant vouloir capturer cette journée spéciale. Personne n'a trouvé ça étrange. Aujourd'hui, c'est courant dans les événements avec des bébés. Adam a même apporté un petit projecteur parce que je lui avais dit que je voulais montrer une vidéo surprise mignonne. J'ai dit à tout le monde que c'était une compilation des premiers moments de Léla. Adam ne se doutait de rien. Il était occupé à présenter Léla, jouant au papa fier, souriant, riant, posant pour les photos. Sa mère, Mélissa, n'arrêtait pas d'embrasser tout le monde, émue aux larmes. Moi, j'étais encore épuisée par la convalescence, mais je tenais bon. Je me répétais en boucle. Encore quelques heures, et je serai libre. Adam me regardait comme si j'étais la femme parfaite. Il passait le bras autour de mes épaules et disait: On a fondé une famille magnifique. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Après le gâteau, alors que les invités étaient dispersés en petits groupes de discussion, j'ai fait un signe discret au vidéaste pour qu'il prépare tout. Je me suis avancée, Léla dans les bras, et j'ai annoncé que je voulais montrer une petite vidéo des images de ses premiers jours à l'hôpital. Les gens ont souri, applaudi. Adam avait l'air surpris, mais touché par l'initiative. Il s'est penché vers moi, les yeux brillants. Les 20 premières secondes étaient douces. Des extraits tendres et des photos de Léla à l'hôpital. Moi, la tenant dans mes bras. Adam lui donnant le biberon. Une petite musique légère en fond sonore. Le genre de vidéo émouvante que tout le monde s'attend à voir dans ce genre d'événement. Puis, la vidéo a changé. On commençait les images de la caméra cachée. On y voyait le bord du lit où j'étais allongée, le berceau, la porte. Les voix étaient nettes. Adam entre avec ses amis et l'audio capte tout. Dans la vidéo, il rit, parle, fait des blagues odieuses. Les amis commentent. Il dit, clairement, qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que je suis défoncé au médoc. Les rires sont audibles. Les mots, abjects. Je n'ai regardé personne. Je suis resté fixé sur l'écran, Léla contre ma poitrine. Le montage, avec les extraits les plus choquants, a duré environ 2 minutes. C'était amplement suffisant. Quand ce fut fini, je me suis tourné calmement et j'ai dit: Je vais changer la couche de Léla. Et je suis parti. Personne n'a dit un mot. Parce qu'il savait. Il savait qu'Adam avait dépassé les bornes. Et que, peut-être, le seul à porter une couche maintenant, c'était lui. Je suis allé dans la chambre d'amis où j'avais caché mon sac, je l'ai pris, installé Léla dans le cosy, et je suis sorti par la porte arrière directement dans l'Uber. Cette nuit-là, j'ai dormi chez ma sœur. Elle a pris Léla dans ses bras pendant que, enfin, je m'autorisais à m'asseoir et à pleurer. Plus tard, je lui ai montré la vidéo complète et elle a pleuré aussi. Elle m'a dit qu'elle avait toujours ressenti un malaise vis-à-vis d'Adam. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être aussi cruel. Elle m'a suggéré que j'aurais peut-être dû aller voir un avocat plus tôt. Peut-être. Mais j'avais besoin que toute sa famille voie. Qu'ils entendent de leurs propres oreilles. Qu'il n'y ait aucune excuse, ni version déformée. Sinon, j'aurais eu droit à des phrases comme: Ce n'était peut-être pas si grave. Vous pouvez encore arranger les choses. Les heures suivantes ont été un chaos total. Adam a bombardé mon téléphone de messages. D'abord, la colère. Accusation. Déni. Il disait que j'avais manipulé la vidéo, que j'avais tout monté pour empirer les choses. Il m'a insulté. M'a dit que j'avais détruit sa vie. Puis est venue la défense. Il disait que ce n'était qu'une conversation entre potes. Qu'il blaguait toujours comme ça. Que personne ne parlait sérieusement. Puis il a changé de ton. Il a dit qu'il m'aimait. Qu'il ne voulait pas me perdre. Que Léla avait besoin de son père et de sa mère. Mais je n'ai pas répondu. Pas une seule fois. Sa mère m'a envoyé un message court disant qu'elle était désolée, et qu'elle espérait que j'étais en sécurité. Certaines amies m'ont dit que j'avais fait ce qu'il fallait. D'autres m'ont demandé si j'allais bien. Et oui, quelques-unes ont dit que rendre tout cela public était trop. Qu'il y avait des choses à régler en privé. Mais moi, je savais que je n'avais pas tort. Parce que j'ai vu ce qui arrive dans d'autres histoires.
Quand il n'y a pas de preuves, les gens prennent le parti de celui qui a fait du mal. Ils disent. Peut-être qu'il n'a pas dit ça exactement. C'était peut-être juste un malentendu. Eh bien voilà. Les preuves sont là. Et maintenant, chacun peut tirer ses propres conclusions. En ce moment, je vis temporairement chez ma sœur, essayant de remettre de l'ordre dans ma vie. J'ai un peu d'économie de côté. J'ai déjà consulté une avocate. Et je vais me battre de toutes mes forces pour protéger Léla de lui. Elle mérite mieux. Quand je la regarde, je ressens un mélange étrange de douleur et d'espoir. Douleur, parce que son père s'est révélé être le genre d'homme qui se moque de la femme qui a mis sa fille au monde. Espoir, parce que je sais qu'elle va grandir avec une mère qui lui apprendra que sa valeur ne dépend pas de son apparence. Ma fille ne sera pas élevée par un homme qui rit dans le dos des autres. Pas tant que je serai là. C'est ce que j'avais besoin de raconter. À ceux qui disent que je suis allé trop loin. Que diffuser cette vidéo publiquement était cruel. Que j'aurais dû simplement partir en silence. Je dis ceci. Il m'a humiliée quand j'étais faible, droguée, à moitié inconsciente. Moi, je l'ai exposé alors qu'il était en pleine possession de ses moyens. Et honnêtement, ça me semble encore très miséricordieux comparé à ce qu'il m'a fait. Mise à jour 1. Il a demandé la garde partagée. Moins de 2 semaines après la cérémonie, il a tenté d'argumenter que je faisais une dépression postpartum, que mon comportement virait à la paranoïa. Il disait que j'exagérais à cause d'une blague inoffensive, que j'étais émotionnellement instable, que j'utilisais notre fille pour me venger. Il a prétendu que j'avais détruit la relation entre lui et Léla. Son avocat a fabriqué une chronologie complètement biaisée, transformant chacun de mes gestes en preuve de mon incapacité à élever un enfant. Je m'attendais à une attaque. Mais ça m'a quand même profondément atteinte. Je ne voulais pas être dans la même pièce que lui. Je ne voulais même pas respirer le même air. Mais je n'ai pas eu le choix. Mon avocate a utilisé tout ce que j'avais préparé. La vidéo. Les messages qu'il m'a envoyés avant et après que tout ait explosé dans la famille. Des captures de discussions de groupe où il se moquait de moi pendant ma grossesse. Des enregistrements où il me répondait avec froideur et mépris lorsque je demandais de l'aide. J'ai également fourni les dossiers médicaux de l'accouchement, montrant toutes les complications que j'ai traversées et le soutien inexistant de sa part. Certains amis des deux côtés ont accepté d'écrire des témoignages. Même d'anciens amis à lui, présents dans la vidéo, se sont excusés et ont proposé de confirmer chaque mot entendu ce jour-là. L'un d'eux a même dit qu'il avait eu la nausée en revoyant la scène et en prenant conscience de leur cruauté. Ma sœur a écrit un témoignage sur la nuit où je suis arrivée chez elle, tremblante, Léla dans les bras comme si elle était la seule chose qui me maintenait debout. Ma mère a raconté comment Adam m'avait ignorée pendant les 2 derniers mois de grossesse, manquant les rendez-vous médicaux, et comment elle avait dû intervenir à plusieurs reprises. La première audience. Une épreuve. Adam était assis en face de moi, tel un martyr. Calme. Parfaitement vêtu. Acquiesçant à chaque mot de son avocat, qui déclarait qu'il aimait profondément sa fille. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Moi, de mon côté, je retenais mes larmes. Je gardais la tête haute, même quand chaque phrase venue de leur camp me dépeignait comme une femme instable, une version de moi que je ne reconnaissais pas. Mon avocate a répondu avec la vidéo. Et a joint toutes les preuves. La juge a demandé à examiner le dossier en privé. À son retour, elle a dit que le comportement d'Adam soulevait de sérieuses inquiétudes pour la sécurité de la mère et de l'enfant. Adam a légèrement tressailli. Mais il a gardé son masque. Moi, non. La deuxième audience. Encore pire. Ils ont commencé à questionner ma santé mentale. Ma stabilité. Mon réseau de soutien. Comment comptais-je élever Léla sans figure paternelle? Ils ont voulu faire croire que mon silence, après avoir montré la vidéo, était une preuve d'obstruction, un refus de coopérer. Extérieurement, je suis restée calme. Mais intérieurement, j'étais en vrac pendant des jours. C'était douloureux d'être assise là, écoutant l'avocat d'Adam me décrire comme une femme rancunière, cherchant à détruire la vie d'un père dévoué par vengeance. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré en silence. Le visage enfoui dans l'oreiller pour ne pas réveiller Léla.
Mon avocate m'a calmée. Elle a dit. On a un dossier solide. Les gens comme lui savent très bien faire semblant. C'est pour ça que le système ne détecte pas toujours la violence émotionnelle subtile. Mais nous faisons tout comme il faut. Et je m'accrochais à une seule certitude. Tout ça, c'est pour Léla. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que ce genre d'homme est normal. Qu'il est acceptable de rire de la douleur des autres. Que l'apparence détermine la valeur. Non. Pas tant que je serai sa mère. La juge n'a pas encore rendu son verdict final. Mais elle a parlé de nommer un évaluateur indépendant pour la garde. Ça me va très bien. Je n'ai rien à cacher. Adam continue de m'envoyer des messages, de temps en temps. Certains froids. D'autres pleins d'excuses bidons. Il essaie clairement de se donner une image de bon père. Il a commencé à publier des choses sur la parentalité. Des photos de Léla prises avant que je parte. Des citations mielleuses. Des airs de père impliqué. Mais pas une seule fois il n'a demandé comment elle va. Pas une. Ni par message. Ni par l'intermédiaire de son avocat. Certaines personnes commencent à voir clair derrière son masque. Dans les commentaires, j'ai lu. Il était où, ce père aimant, quand sa famille avait le plus besoin de lui? C'est drôle, il réapparaît seulement maintenant que tout a éclaté. Je suis épuisée. Chaque fois que je vois son nom sur un document ou sur l'écran du téléphone, mon cœur se serre. Mais je n'abandonnerai pas. Ni pour moi. Ni pour elle. Nous méritons toutes les deux mieux que lui. Moi, je mérite la paix. Je n'ai pas traversé la douleur, l'humiliation et le silence pendant des mois. Pour finir par confier ma fille, un week-end sur 2, à quelqu'un qui a ri de mon corps comme s'il n'était qu'une blague. Mise à jour 2. Le jugement est tombé il y a environ une semaine. La juge m'a accordé la garde exclusive de Léla. Adam a obtenu un droit de visite supervisé. Tous les 15 jours. Dans un centre spécialisé. Aucune nuitée. Aucun moment seul avec elle. Exactement ce que j'espérais. La mesure est, pour l'instant, temporaire. Mais malgré tout, c'est un immense soulagement. Je n'ai pas fêté ça. Je n'ai même pas souri. Pour être honnête, je me suis sentie plus engourdie que soulagée. Je crois qu'après des mois de stress, de paperasse, d'audience, de peur constante, et d'efforts pour rester forte pour ma fille, mon corps s'est simplement éteint. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise, j'ai respiré profondément et j'ai laissé la nouvelle s'installer en moi. Tout le processus a été plus dur que ce que j'imaginais. Je pensais qu'avec des preuves, une chronologie claire, les choses seraient rapidement résolues. Mais non. C'était lent. Épuisant. Chaque petit détail a dû être prouvé. L'avocat d'Adam s'est accroché avec acharnement à l'idée que j'étais émotionnellement instable. Ils ont même utilisé le fait que j'ai quitté la cérémonie comme preuve que j'étais vengeuse. Heureusement, j'avais tout documenté. Des messages. Des audios. Des captures d'écran d'amis communs qui avaient entendu ses propos sur moi. Des notes détaillées sur son comportement après la naissance de Léla. Beaucoup de personnes ont témoigné en ma faveur. Y compris ma sœur, et une amie proche qui m'a soutenue durant toute la grossesse. Elles ont été honnêtes, et pour cela, je leur serai éternellement reconnaissante. Le tribunal a pris tout cela au sérieux. La juge n'a pas exaucé toutes mes demandes. Mais la décision sur les visites supervisées est une grande victoire pour la sécurité de ma fille. Quand la sentence a été lue, Adam n'a presque pas réagi. Mais on pouvait voir que ça l'avait touché. Peut-être même surpris. Aujourd'hui, j'écris cela avec Léla endormie dans mes bras. Nous avons encore du chemin à faire. La décision est temporaire. Le processus peut durer. Mais pour la première fois depuis très longtemps, je ressens que nous sommes en sécurité. Et cela, le simple fait de respirer sans peur, vaut plus que n'importe quelle vengeance. L'avocat d'Adam a évoqué un droit de faire appel. Je ne sais pas s'il le fera. Adam est du genre à ruminer, mais aussi du genre à ne bouger que s'il y voit un intérêt personnel. Rien ne m'étonnerait, ni qu'il disparaisse,
Ni qu'il revienne soudainement avec une demande de révision. Après la décision, il m'a envoyé un message. Un texte faussement amical, comme si de rien n'était. Comme si nous étions juste deux parents qui s'entendent bien. Mais j'ai pris ma décision. Je ne communiquerai plus jamais directement avec lui. Plus jamais, sauf par voie légale et formelle. Il m'a déjà prouvé de quoi il est capable. Lorsqu'il me croit faible ou seul. Léla est encore trop petite pour comprendre tout cela. Mais elle va bien. Elle grandit vite. Ses premières dents poussent, ce qui veut dire moins de sommeil pour moi. Mais on avance. Sa personnalité commence à s'épanouir. Elle est curieuse. Elle adore attraper tout avec ses petites mains. Elle s'anime dès que je mets de la musique. Je crois que c'est ça qui me maintient debout. Quelque chose de beau est né d'un mariage qui ne l'était pas. Même si le jugement a été un soulagement. Je ne sens pas que tout soit fini. Adam n'est pas du genre à accepter la défaite en silence. Même s'il revient discrètement. Je sais qu'il reviendra avec une nouvelle version de l'histoire. Il pourrait essayer d'utiliser les visites supervisées pour se rapprocher. Faire semblant d'être un père attentionné. Fabriquer un nouveau récit. Je ne sais pas. Mais je sais que j'en ai vu assez pour ne plus croire à rien de ce qu'il montre. La première visite n'a pas encore eu lieu. Elle est prévue pour le week-end prochain. Je suis nerveuse. Pas par peur qu'il se passe quelque chose, ce sera surveillé. Mais parce que je sais que ce sera le début d'un nouveau chapitre. Et je déteste l'idée de le voir près d'elle. Même dans un environnement encadré. Mais je sais aussi que la justice veut voir les deux parents impliqués. Sauf en cas de danger extrême. Alors je fais ce que je peux, avec ce que j'ai. L'argent est serré. Mais je m'en sors. J'ai pris quelques missions en freelance que je peux faire de chez moi, pendant les siestes de Léla. Ce n'est pas énorme. Mais ça aide. Ma sœur et 2 amis proches ont été incroyables. De ce côté-là, je suis chanceuse. Parce que je sais que beaucoup de femmes traversent cela complètement seules. J'essaie de ne pas trop penser à l'avenir. Je sais qu'il y a encore beaucoup de chemins possibles. Adam pourrait faire appel. Essayer de tout manipuler à nouveau. Disparaître pendant des mois et revenir en quémandant une autre chance. Plus rien ne me surprend. Pour l'instant, je me concentre sur Léla. Elle est tout ce qui compte maintenant. Le procès est peut-être terminé. Mais la maternité, non. Cette bataille, cette implication, cet amour, ne s'arrêteront jamais. Mise à jour 3. Dernièrement, je pense sérieusement à déménager avec Léla. Pas pour fuir. Mais parce que je sens que ce serait peut-être la meilleure façon de recommencer pour nous deux. Je songe à m'installer plus près de certains membres de ma famille, qui vivent à quelques heures d'ici. Ils m'ont proposé leur aide à tout moment. Ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. J'y réfléchis depuis des mois. J'ai pesé le pour et le contre. Et la principale raison, c'est le soutien. Je sais que le chemin est encore long. Mais si je peux offrir un cadeau à ma fille maintenant, c'est une vie plus douce, plus stable, plus sûre. Peut-être que c'est ça, finalement, qui nous rendra la paix. Entre le travail, Léla, la maison de ma sœur, les audiences au tribunal. Parfois, j'ai l'impression de simplement survivre. Avoir la famille proche ferait une énorme différence. Surtout pour les soins quotidiens de Léla et les tâches simples du quotidien. En plus, ils connaissent toute l'histoire. Ils savent qui est Adam. Je n'ai pas besoin de me justifier. Ni de craindre d'être jugée ou remise en question. J'ai commencé à me renseigner sur la ville où ils vivent. Elle n'est pas parfaite, bien sûr. Mais elle est sûre. Et le marché de l'emploi est correct dans mon domaine. Il y a aussi de bonnes crèches. Ce qui m'aidera beaucoup quand Léla sera un peu plus grande et que je pourrai travailler plus d'heures. Le coût de la vie est similaire à celui d'ici. Donc pas de gros impact financier. Je pense pouvoir louer un petit appartement ou une maison modeste. Le temps de me stabiliser. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est l'impact d'un tel déménagement sur l'accord de garde. Actuellement, Adam a droit à des visites supervisées tous les 15 jours.
Et le centre de visite est proche d'ici. Si je déménage dans une autre ville, le tribunal devra réévaluer tout l'arrangement, à cause de la distance. Et je sais qu'Adam pourrait utiliser ça contre moi. Dire que j'essaie d'éloigner sa fille. Que je ne pense pas à son bien-être. Que je suis en train de saboter le lien père-fille. Il pourrait même demander davantage de visites. Ou pire, la garde partagée. Je ne sais pas comment le tribunal réagirait. Mais je sais que c'est un risque réel. Malgré ça, je crois que le soutien familial pèsera davantage, à long terme, que les difficultés temporaires. J'ai déjà commencé à me renseigner sur les aspects juridiques. J'en ai parlé avec mon avocate, pour l'instant de manière informelle. Elle m'a expliqué que, si je décide vraiment de déménager, je devrais présenter une demande officielle au tribunal. Il faudra que je justifie la nécessité du déménagement. Et que je montre en quoi cela bénéficierait directement à Léla. Je devrais aussi proposer un plan de continuité pour les visites avec Adam. Pour éviter toute rupture brutale, malgré la distance. J'ai aussi discuté avec quelques amis qui ont vécu des situations similaires. Certaines m'ont prévenu. Les procédures de garde deviennent souvent chaotiques quand un parent déménage. Même avec de bonnes raisons. D'autres m'ont dit. Le plus important, c'est de prouver que le déménagement est pour le bien de l'enfant. Pas pour punir ou exclure l'autre parent. Et ça me parle. Je m'accroche à ça. Pour l'instant, je suis en phase de réflexion. Je fais des listes de pour et contre. Je regarde des appartements en ligne. J'évalue le meilleur moment pour déménager, si je décide d'aller au bout. Je n'ai encore rien dit à Adam. Je ne sais pas comment ni quand je vais le faire. Vu la façon dont il a réagi à tout jusqu'ici. Ça ne sera pas une conversation facile. C'est pourquoi je tente de me préparer avec toutes les informations juridiques possibles. D'avoir un plan clair. Et de ne laisser aucune zone d'ombre. Mais il y a quelque chose de positif dans cette idée. Pour la première fois depuis longtemps, je ressens de l'espoir. La simple perspective d'être près de ma famille. D'avoir plus de bras, de soutien émotionnel, de tendresse. Ça me réchauffe le cœur. Imaginez Léla grandir entourée de gens qui l'aiment. Qui verront ses premiers pas. Qui entendront ses premiers mots. C'est ça qui me donne de la force. La vie est encore fragile. Mais au moins maintenant, j'ai un horizon. Et je crois que ce serait une bonne chose pour elle. Je sais qu'il n'existe pas de solution parfaite. Les arrangements de garde ne sont jamais simples. Surtout avec un passif aussi lourd. Mais ce déménagement me semble être un pas concret vers une vie plus équilibrée. Même s'il implique des défis. Il pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre. Alors pour l'instant, je continue de me renseigner. Je parle avec mon avocate. Et je pense, chaque jour, à ce qui est le mieux pour moi et pour Léla. Je veux prendre la bonne décision. Pas une décision dans la précipitation. Mise à jour 4. J'ai décidé de repousser le déménagement, pendant un temps. Les démarches légales devenaient un vrai cauchemar. Et je savais que le moindre faux pas pouvait se retourner contre moi. Mais ensuite, les choses ont changé. Au cours des derniers mois, Adam a commencé à manquer les visites supervisées. Il avait toujours une excuse. Qu'il était enrhumé et ne voulait pas contaminer Léla. Ou qu'il avait eu du travail à la dernière minute. Mais les excuses ont commencé à se répéter. Et puis, 2 mois entiers se sont écoulés sans une seule visite. Mon avocate a utilisé cela dans notre stratégie. Car clairement, il ne montrait aucun intérêt réel. Et ainsi, nous avons obtenu l'autorisation officielle pour le déménagement. Aujourd'hui, je vis près de ma famille. Et au quotidien, les choses sont plus légères. J'ai des personnes qui m'aident. Un réseau de soutien. Et après tout ce que j'ai traversé, c'est un soulagement inestimable. Mais bien sûr, quand il a appris que le déménagement avait été validé, il est revenu à l'attaque. Sauf qu'à ce stade, je ne crois plus une seconde que ce soit par vraie inquiétude pour sa fille. C'est du contrôle. C'est de l'ego. Rien de plus qu'une nouvelle tentative pour me blesser. Mais il est trop tard.
S'il avait vraiment voulu faire partie de la vie de sa fille, il ne se serait pas éloigné ainsi. Lors de la plus longue période sans visite, il n'a même pas pris la peine d'inventer une excuse. Il est juste parti à la pêche avec des amis, où il disait qu'il avait des choses plus importantes à faire. Et c'est là que j'ai compris. Il n'a jamais vu sa fille comme une priorité. Juste comme une possession. Alors, voilà. C'est la fin de mon histoire. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'il pourrait, dans quelques mois ou quelques années, retrouver soudain sa vocation de père. Revenir comme si de rien n'était. Tenter une nouvelle manipulation. Mais cette fois, je suis prête. Ou peut-être que nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Et ça me va aussi. Pour l'instant, Léla et moi avons une maison paisible. Une routine qui fonctionne. Des gens autour de nous qui nous aiment. Et malgré tout ce qu'on a traversé, je sens que, enfin, nous commençons à vivre. Commentaire de Madame Reddit. Ce que cette femme a vécu dépasse l'entendement. Être trahie par la personne censée la soutenir dans l'un des moments les plus vulnérables de sa vie est une blessure que peu de mots peuvent réparer. Mais elle a transformé cette douleur en force, cette humiliation en clarté. Elle n'a pas simplement exposé un homme toxique, elle a brisé un cycle. Elle a choisi la dignité, la protection de sa fille et la vérité, même quand cela signifiait affronter seul un système lent et souvent injuste. Et le plus beau, c'est qu'elle n'a pas agi par vengeance. Elle a agi par amour. Par courage. Par instinct de survie. Aujourd'hui, elle n'est plus une victime. Elle est une mère libre, debout, entourée d'amour. Et Léla grandira en apprenant que le respect, ça ne se négocie jamais.